Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment sur France 3 Corse Via Stella pendant 20h. Le journal espagnol El Mundo fait un bilan de la saison touristique et propose une enquête sur Ibiza. Plages bondées, pollution sonore, pénurie d'eau potable et surexploitation des nappes phréatiques, c'est tout l'écosystème qui est menacé selon le journal. Quelques chiffres pour bien comprendre les enjeux. Sur cette île de 41 km sur 15, la population passe de 140 000 habitants à plus de 300 000 en été. Et comme le souligne El Mundo, on compte désormais à Ibiza plus de logements destinés à la location que de résidences principales. Ne pas céder au tout-tourisme, préserver son environnement naturel, voilà des enjeux à méditer dans l'ensemble du pourtour méditerranéen pour éviter l'enfer estival. Les titres de votre 20h. Peut-on concilier sécurité et liberté? Deux regards, celui du philosophe Daniel Arnaud et du bâtonnier Jean-François Casalt. Quand l'innovation est au service des idées, cela donne le Fab Lab de Corse. Simone Amber est mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Simone Amber. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Bienvenue dans Pendant le 20h. Je suis très heureux de vous accueillir. Avant toute chose, pour un néophyte comme moi, expliquez-nous qu'est-ce qu'un Fab Lab? Un Fab Lab vient de l'anglais, de Fabrication Laboratory, ça veut dire un laboratoire de fabrication numérique. Le concept a été créé par un professeur au MIT qui est à la tête d'un département qui s'appelle Bits and Atoms. Ça veut dire les données numériques et les atomes. Donc en fait, ça résume un peu ce que nous faisons. Le MIT de Boston. Hein. MIT de Boston, qui est une université d'ingénieurs aux États-Unis, une des plus cotées au monde. Alors expliquez-nous le fonctionnement exactement, comment les process se mettent en place. Alors, pour faire une fabrication digitale, tout d'abord, il faut commencer par la conception par ordinateur. Donc c'est les logiciels pour faire des conceptions en 2 dimensions, en 3 dimensions. Puis, ces logiciels, une fois qu'on a créé un objet, on l'imprime, comme on fait quand il y a eu les PC. C'est-à-dire que le taper à la machine, et c'est un document qu'on ne fait que soi-même. On crée un document et on peut l'imprimer n'importe où. Quelqu'un peut le prendre, le changer, l'imprimer en couleur. Donc, on part d'une idée qu'on crée soi-même ou qu'on prend grâce au logiciel libre. Et puis, on appuie sur un bouton. Et alors, on a plusieurs machines qui vont fabriquer cet objet. Les machines sont des imprimantes 3D, des coupeuses laser, des coupeuses vinyle et des fraiseuses numériques. Et on a ça au Fab Lab Ajaccio. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est quand l'imagination est au pouvoir, lorsqu'on possède de tels outils? Tout à fait. Et je dirais que c'est même plus que l'imagination parce que c'est un effort collectif. Il y a 800 Fab Labs en ce moment dans 84 pays qui ont tous le désir de partager leur création. Donc vous imaginez la création individuelle qui est multipliée par cette possibilité de collaboration, ce qui est extraordinaire surtout pour la Corse. Et justement sur la Corse, les projets, les réalisations peut-être du Fab Lab. Alors je vais vous donner 2 exemples. Un exemple, c'est une collaboration avec le syndicat des apiculteurs, AOC, et de notre équipe du Fab Lab pour fabriquer des ruches connectées. Des ruches connectées? Oui. Alors, vous allez nous expliquer, parce que je suis un petit peu perdue, cher Simone Amber. Alors, écoutez, vous savez, on entend souvent parler ce qu'on dit en anglais « Internet of Things », c'est-à-dire comment tout peut être connecté à l'Internet. Alors, dans ces cas, c'est mettre des capteurs qui vont capter certaines mesures dans les ruches, le poids, l'humidité, la chaleur, etc., et qui vont permettre aux apiculteurs d'avoir des informations sans avoir à se déplacer. Et ça, c'est opérationnel? C'est en cours en ce moment. Est-ce qu'il y a l'idée forte peut-être même, c'est cette question de la transdisciplinarité? Oui, tout à fait. Vous avez vu exactement l'essentiel. D'ailleurs, par exemple, dans des universités où il y a des Fab Labs, c'est le seul endroit où ils trouvent des gens qui travaillent et qui étudient différentes disciplines. Parce que ça traverse tout ça. Et moi, je dirais qu'en plus, nous,
dans le cadre du Fab Lab d'Ajaccio, on a été encore plus transdisciplinaire parce qu'on a fait une association 1901 avec des fondateurs qui sont à la fois le public et le privé. Oui, il y a cette interconnexion public-privé, ce qui est rare d'ailleurs en Corse, ça a tendance à se faire de plus en plus, justement. Il y a le désir d'impacter réellement, de manière forte, sur la vie quotidienne des gens. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous avons eu la chance, juste très rapidement, au niveau des membres fondateurs, on a eu la chance d'avoir la confiance très vite de la Fondation du Crédit Agricole, à laquelle s'est ajouté le Centre de sport et de la jeunesse de Corse, plus Campus Plex, et nous-mêmes, Fab Lab Connect, qui avons offert tout ce travail comme cadeau, parce que nous sentons que nous faisons partie d'une communauté à laquelle nous voulons participer. Et je pense que tous les fondateurs ont eu ça dans la tête, c'est-à-dire comment toucher la population dans son ensemble. Donc, les personnes qui utilisent le Fab Lab, et d'ailleurs je voudrais dire que c'est vraiment pas cher parce qu'il suffit de 8 € pour être membre à l'année, ce seront des jeunes, des lycéens, des artisans, des entrepreneurs qui veulent faire leur start-up, des personnes qui veulent, des artistes ou des personnes qui veulent remplacer des pièces détachées qu'on ne trouve plus et qui peuvent les créer eux-mêmes. Concrètement, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et les bricoleurs. C'est ça, les bricoleurs, c'est ce que je voulais vous demander. C'est-à-dire que si demain on est bricoleur, on peut venir chez vous, par exemple, taper à la porte du Fab Lab et avec un projet, essayer de faire un petit peu d'innovation, beaucoup d'innovation d'ailleurs. Beaucoup d'innovation, parce que nous proposons à la fois une formation sur les logiciels, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, et à l'utilisation des machines. Et après, les gens sont autonomes et viennent utiliser les machines eux-mêmes. Et ce que nous espérons créer, c'est un vivier de gens qui viennent faire leurs projets et qui s'entraident. Ce vivier, vous le sentez fort, innovant, ambitieux en Corse? Oui, parce que je trouve que l'intelligence est partout. Donc vraiment, notre désir de démarrer un Fab Lab en Corse a été d'offrir la connaissance et les outils à ceux qui souhaitent en fait, ne pas rater la révolution numérique. Parce que vraiment, c'est un changement de paradigme. C'est comme quand les ordinateurs ont été introduits. Oui. Les ordinateurs, auparavant, on peut dire l'imprimante aussi, ça participe de la même révolution? C'est la même, c'est-à-dire c'est aussi important que quand on est passé de pas d'ordinateur du tout à l'ordinateur personnel, l'imprimante personnelle et tout ce que ça a changé dans nos vies. C'est la même chose, mais au niveau de l'objet. Et imaginez que vous travaillez avec 800 Fab Labs dans le monde qui ont exactement les mêmes machines et vous pouvez leur dire, voilà, j'ai un problème comme ça, ou quelqu'un dit, voilà, moi j'ai créé une lampe, et vous pouvez la prendre et la faire ici, puis la changer, la transformer, la remettre en partage. Donc c'est un partage, c'est un changement profond. Ça fait partie de tous ces mouvements de logiciels libres, du coût des machines qui a beaucoup baissé et qui fait qu'on a maintenant un accès démocratique à ces outils. Et ça, il ne faut pas rater ce passage. Alors, si j'entends bien ce que vous me dites, Simone Amber, c'est une réelle, on a dit révolution, mais c'est au-delà de ça. Il va y avoir des landes debout le lendemain si on continue. C'est un changement de civilisation, je ne vais pas dire révolution, changement de civilisation. Tout à fait. Et il ne faut pas rater ce changement. Aujourd'hui, c'est un projet donc, qui a démarré au MIT. Et moi, je suis sur la fondation du Fab Foundation, c'est-à-dire de la partie non lucrative. Et nous ne finançons pas les Fab Labs. Ils ont commencé à être créés un peu partout dans le monde, chacun trouvant son moyen de financement. Mais c'est les mêmes machines et c'est la même philosophie, c'est-à-dire une philosophie de partage. Humaniste? Oui, avant tout. Et c'est ce qui m'intéresse avec. Et j'ai de grands espoirs pour la Corse, d'autant plus que la révolution numérique fait partie, je pense, des priorités aujourd'hui en Corse. Donc j'espère que nous allons être soutenus parce que jusque-là, nous avons fait un très gros effort. Ça a pris. Il faut encore que ça continue. Et donc nous espérons élargir notre base de support, à la fois s'orienter vers les entreprises privées et aussi demander l'aide des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics. Encore une fois, ce qui vous anime, c'est aussi ce maillage entre les différentes formes, l'art, évidemment, qui nourrit les nouvelles technologies, et public-privé, ça aussi, c'est essentiel pour le bon fonctionnement d'un Fab Lab. Tout à fait, parce que ce que nous souhaitons faire, je pense que rien n'est durable que quand tous les éléments de la société sont présents. Et le fait que ce soit un laboratoire qui donne un accès démocratique à tous, pour moi, c'est ce qui me motive. C'est parce que n'importe qui est désireux de créer, de partager, d'apprendre, peut venir et, en fait, il
il ou elle ne pourra pas imaginer ce qui peut en sortir. Ça libère l'inventivité qu'il y a en chacun de nous. Oui, tout à fait. Et le partage. Et le partage. L'inventivité, le partage, c'est tout cela, le Fab Lab de Corse qui se trouve à Ajaccio. Merci beaucoup, Simone Ambert, d'avoir bavardé avec moi autour de ce très beau projet, plus qu'un projet, ces réalisations que vous nous promettez pour un avenir très, très proche. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Au revoir. Au revoir. La chronique d'Inès, la séquence fact-checking, tous les soirs, pratiquement tous les soirs. Inès décrypte les tendances des réseaux sociaux et ce soir, on va parler rentrée scolaire. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Ma chère Inès, ce soir, tu as décidé de faire un point sur la rentrée scolaire et surtout sur la prolongation de l'état d'urgence pour les scolaires et pour les enseignants, évidemment. Exactement. Et encore, ce sont près de 300 écoles et 50 établissements du second degré qui seront concernés par de nouvelles mesures. Donc au programme, entre autres, une sensibilisation aux gestes qui sauvent ou encore la nécessité de sécuriser l'accès aux bâtiments en coordination avec la police municipale. On aura donc un peu plus de bleu dans le dress code de cette rentrée. Un peu plus de bleu. Est-ce que cela suscite des réactions sur les réseaux ? Bien évidemment, tu t'en doutes. Tandis que certains... Je l'espérais, pour tout évidemment, moi c'est calé, tout ça, c'est très bien écrit, très bien fait. Bon, alors, tandis que certains internautes jugent les mesures absurdes, d'autres encore prennent le clavier pour s'interroger sur le passage de la théorie à la pratique. Et ils n'hésitent pas encore à tourner en dérision l'exercice de simulation d'attentat avec intrusion, très compliqué, prévu avant les vacances de la Toussaint. Oui, alors on le dit, c'est très sérieux, c'est vraiment essentiel, sérieux, vraiment pour les scolaires. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté pour les scolaires et les enseignants. Alors il y a ces mesures de sécurité renforcées qui sont essentielles. On peut les découvrir aussi sur le site de l'Éducation nationale. Il y a tout le dispositif qui est mis en place. Mais également, politique oblige, il y a la très controversée réforme des collège. Exactement. Et c'est surtout l'arrivée des enseignements pratiques interdisciplinaires qui ne laissent pas la twittosphère bouche bée. Gargantua ou Bovary mangent-ils équilibré et ça, ils ont du mal à le digérer. Alors pour autant, lorsque la physique, chimie et la biologie seront réunis autour du thème « Comment survivre sur Mars ?», les élèves... C'est super. Et bien justement, les élèves vont apprendre que même lorsque le risque est maximum et l'atmosphère dangereuse, l'humanité est toujours prête à aller de l'avant pour faire un pas de géant. Est-ce qu'il y a des points plus positifs dans cette rentrée scolaire qui, soyons honnêtes, est tout de même sous haute tension? Alors, ça reste quand même la rentrée pour les élèves. C'est la rentrée normale. C'est un moment la rentrée... inoubliable pour nous tous. Raconte-nous, Philippe. Non, on va éviter. On va ne pas réveiller des vieux traumatismes. Très bien. Mais oui, c'est ça. La rentrée, c'est déjà bien assez stressant. On est là. On a les parents sur le dos qui mettent la pression pour retrouver le rythme. On a aussi la petite nouvelle qui ne répond pas à votre demande d'amis sur Facebook. En plus, c'est sûr, elle l'a vu. Et puis, il n'y a pas de mots d'excuse qui vaillent. Les menaces à nos trousses, ça ne tient pas lorsqu'il s'agit de remplir la sienne. Oui, d'ailleurs, la rentrée, c'est aussi cette course effrénée aux listes scolaires. Oui, et d'ailleurs, je vois que normalement, tu as ton petit matériel de collage de fiches. Mais en ce moment, il y a du laisser-aller chez l'élève Martinette. C'est vrai, je suis d'accord. Attention. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas mes fiches Avertis-toi. cartonnées, mais je te promets, la prochaine fois, il y aura mes fiches cartonnées. Je vérifierai ça. Ouais. Les listes scolaires, c'est vraiment la course effrénée. Ouais, c'est vrai. Ça ne change pas. Non, et ça ne changera pas. On l'espère pour les années à venir. Merci beaucoup, ma chère Inès. On se retrouve très très vite pendant le 20h pour continuer et à décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, entre autres. Tous les soirs, vous le savez, nous proposons un débat. Et ce soir, il confronte ce débat, le philosophe Daniel Arnaud et le bâtonnier Jean-François Cazalte. Peut-on concilier sécurité et liberté ? Bonsoir, messieurs. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Daniel, bonsoir. Oui, peut-on concilier liberté et sécurité? On est en plein dans l'actualité. C'est la question du 20h. Daniel, je vais commencer avec vous. Selon vous, deux termes qui peuvent aller ensemble, qui peuvent se concilier? Évidemment. Pour moi, ils vont ensemble. La sécurité est la première des libertés. La sécurité dans une société est la condition de l'exercice des autres libertés. Et d'un point de vue philosophique, je suis très attaché à une vieille distinction entre la liberté et la licence. La licence, en fait, chez les philosophes, c'est la liberté de tout faire. C'est l'anarchie, pour le dire d'une manière un petit peu simple. Alors que la liberté,
ce n'est pas l'absence de contrainte. La liberté, pour reprendre cette fameuse formule de Rousseau, à laquelle je suis particulièrement Oui, on l'a compris, attaché. pour ceux qui suivent l'émission, que vous aimez bien citer Jean-Jacques Oui, Rousseau. j'aime bien, qu'on a souvent caricaturé à tort, mais qui dit très justement la vraie liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Donc ce sont des bornes et c'est un cadre sécurisant et une certaine stabilité. C'est le contrat social, en fait. Le regard du philosophe, le regard du droit. Bien, je vais être d'accord pour l'heure avec mon contradicteur. C'est vrai qu'il est difficile d'être manichéen quand on vous propose ce genre d'alternative, parce que je suppose que dans la société civile, nul n'aimerait vivre dans une caserne, petit doigt sur la couture du pantalon, en attendant de recevoir des ordres. D'un autre côté, nul n'aimerait vivre dans une société qui serait transformée en jungle et où la violence régnerait en maître et où on ne pourrait pas sortir de son domicile sans crainte de se faire agresser ou assassiner. Il y a des points de convergence à trouver, il y a un point d'équilibre à trouver et notre travail doit consister, tous ensemble, doit consister en cela. Oui, et c'est ce qui m'intéresse vraiment dans cette conversation ce soir, ce débat autour de ces deux questions, sécurité et liberté. C'est deux regards, hein, l'approche du philosophe et l'approche du droit. Justement, Jean-François, je voudrais vous faire réagir sur ces mots d'Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. L'état d'urgence, c'est la suspension de l'autorité judiciaire. Oui, c'est un point qui est plus technique parce que, au terme de l'article 66 de la Constitution de 58, c'est le juge judiciaire qui est le gardien des libertés individuelles et pas le juge administratif ni l'administration. Et on a constaté pendant l'état d'urgence qu'il y a un basculement de pouvoir qui s'effectue du judiciaire vers l'administratif. C'est certainement la raison pourquoi Henri Leclerc a prononcé cette phrase et encore une fois, fort à propos. Mais est-ce que l'état d'urgence nous prive tout de même des libertés? Alors je vais pousser très loin, peut-être même être à la limite de la caricature, pour ne pas dire plonger dans la caricature, nous pousse de nos libertés les plus fondamentales. Vous pensez que l'état d'urgence peut emmener à cela? Il y a un risque, parce que l'état d'urgence, là je rejoindrai certainement la position de l'avocat et du bâtonnier, il y a un risque parce qu'on est dans le flou avec les prescriptions de l'état d'urgence. Là par exemple on parle beaucoup de terrorisme, à juste titre. Pour ma part je pense qu'il faut être très ferme, qu'on est vraiment dans une guerre contre le terrorisme islamique, parce qu'il faut le nommer, hein, c'est pas juste le terrorisme comme ça de manière abstraite, mais avec l'état d'urgence, par exemple, quand on lit les textes concernant l'état d'urgence, on a des restrictions sur la liberté fondamentale d'aller et venir. On a des Je pense à celle-ci, hein, voilà, on a des personnes qui peuvent manifester, d'ailleurs ça s'est vu au cours des derniers mois en France, on a des personnes qui ont été assignées à résidence alors qu'elles n'ont rien à voir de près ou de loin avec le terrorisme islamique, mais qui sont par exemple des militants de gauche ou d'extrême gauche, qui sont embarqués dans des manifestations, des mouvements sociaux, etc., etc. Donc où est la limite et jusqu'où peut-on aller au nom de l'état d'urgence? Alors une nouvelle fois, on revient souvent au législatif et au pouvoir politique. C'est aux politiques de mettre cette frontière-là entre d'un côté sécurité et liberté. C'est vraiment aux assemblées, Sénat, Assemblée nationale, de mettre cette lisière-là? Étant donné qu'on se trouve dans une démocratie représentative, que ce sont des hommes politiques qui sont au Parlement, oui, le politique a un rôle essentiel à jouer dans cela, oui. À trouver des frontières, des lignes de force, des points d'équilibre et de convergence. Et je rejoins aussi le propos de mon contradicteur quand il s'exprimait sur l'état d'urgence. Il y a non seulement un risque d'affaiblissement des libertés, mais c'est réel. Et d'ailleurs, le bilan de l'état d'urgence, qui est prolongé pour la 4e fois, me semble-t-il, pour la 4e fois, normalement, quand on met sous le boisseau les libertés, ça doit être pour un temps très bref. Surtout que l'on sait que le terrorisme, et notamment le terrorisme dont on parlait tout à l'heure, à savoir le terrorisme international, ça ne va pas s'arrêter, malheureusement, du jour au lendemain. Alors, prolonger l'état d'urgence tant que le terrorisme durera, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Et quand on fait un bilan de l'état d'urgence, aujourd'hui, on voit qu'il y a eu plusieurs milliers de perquisitions administratives, dont de très nombreuses ont concerné d'ailleurs des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec le terrorisme. On parlait des militants du climat pendant la COP 21. On voit finalement que les procédures judiciaires pour terrorisme qui ont abouti, ou pour lesquelles les personnes sont mises en examen aujourd'hui, il y en a très peu. Ça se compte pratiquement sur les doigts d'une main, voire les doigts des deux mains. Donc attention, moi je suis très inquiet quand on parle d'état d'urgence, quand on parle de l'affaiblissement des libertés.
Alors, je rejoins encore une fois, c'est sympathique, le propos de Daniel Arnaud Ça arrive, quand il disait quelquefois, quand il disait que la liberté, la sécurité, pardon, c'était peut-être la première des libertés. Oui, c'est une thèse qui est d'ailleurs connue. Mais il ne faut pas oublier que les autres droits sont des droits qui sont presque antagonistes, puisqu'ils s'affrontent. Et il y a un mot qui est célèbre qui dit que quand on affaiblit les libertés pour augmenter la sécurité, bien souvent, on a des libertés qui sont mises sous le boisseau, mais on n'a aucune garantie sur l'accroissement de la sécurité. Et d'ailleurs, on le voit, que les États les plus répressifs ne sont pas ceux qui empêchent la commission de toute infraction. Bien au contraire. Alors, ça veut dire, doit-on considérer que chaque sécurité nouvelle se paye forcément d'une liberté perdue ? Non, je ne pense pas qu'on soit là pour mesurer de la tuyauterie. Ce n'est pas une sécurité, une liberté. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est Jean-Jacques Rousseau qui le disait, je le dis au cas où, pour rebondir sur Jean-Jacques Rousseau. Alors la pensée de Jean-Jacques Rousseau est un petit peu plus complexe, parce que ce qu'il explique, c'est que plutôt qu'on a besoin du contrat social de sacrifier certaines libertés pour assurer une sécurité. Mais justement, pour rester sur la sémantique, je pense que paradoxalement, c'est la sécurité que défend mon contradicteur. Quand on parle des menaces sur les libertés, c'est la sécurité qu'il défend, parce que c'est la sécurité juridique, la sécurité du citoyen. Moi, je ne dirais pas qu'il faut opposer liberté et sécurité, mais plutôt liberté et dérive sécuritaire, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est vrai que le problème avec certaines lois d'exception et certaines juridictions d'exception... C'est le cas aujourd'hui, on assiste à une dérive sécuritaire pour ça peut on est peut-être au début de quelque chose. Il y a déjà des indicateurs, en tout cas. Et là, on se retrouve avec une situation, du coup, d'insécurité juridique. Jean-François Casal, vous avez dit oui. Oui, non, je pense qu'on est ancré aujourd'hui dans une dérive sécuritaire. Et on avait vu d'ailleurs ce débat qui, de mon point de vue, était un débat grotesque sur la déchéance de nationalité, où le gouvernement nous proposait, le président de la République plus exactement, nous proposait soit de créer des apatrides, soit de créer des citoyens de seconde zone au prétexte qu'ils seraient binationaux. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui un échauffement des esprits qui est très inquiétant, aidé par une médiatisation, notamment par le rôle des réseaux sociaux, et il faut avoir toute sa lucidité pour garder la tête froide et essayer de raisonner en ces temps qui sont des temps très troublés. Puisqu'on parle d'état d'urgence, en quoi cela impacte la Corse? En bien des manières, mais je vais vous prendre un exemple qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est le fichier antiterroriste. On a commencé déjà un petit peu ce débat en amont, parce que je crois que ça nous passionne tous deux. Sur ce fichier antiterroriste qui est nouvellement créé par la loi dite du renseignement de juillet 2015, projet de loi qui ne faisait pas état, quand il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, de ce fichier antiterroriste. En fait, aujourd'hui, il est créé. Il faut savoir qu'il a été créé. L'annonce en a été faite par Manuel Valls en janvier 2015, 21 janvier 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo, qui vise un terrorisme bien particulier, celui dont Daniel Arnaud parlait tout à l'heure, à savoir le terrorisme islamique international. Les Corses, les militants politiques corses se retrouvent de facto touchés par ce fichier antiterrorisme qui est quand même extrêmement sévère. Il y a plusieurs problèmes, on pourra en parler si vous le voulez, mais il nous faudra quand même quelques minutes. Alors que je veux dire, ça ne nous concerne absolument pas. Oui, même le plus philosophique de la définition. Qu'est-ce qu'on met derrière le terrorisme? Voilà, même le plus primaire, je dirais, des antinationalistes n'a jamais fait, en tout cas je l'espère, la confusion entre le terrorisme djihadiste et la lutte patriotique qui a pu et qui voit le jour, enfin en tout cas qui est aujourd'hui sur le territoire de la Corse. On ne confond pas un djihadiste et un militant politique corse. Enfin, ça me paraît absolument impossible. Or, tous deux sont concernés par ce même fichier aujourd'hui. C'est, je pense, extrêmement inquiétant et c'est une injustice criante. On fera un débat sur cette question-là, parce qu'elle est essentielle, hein, vraiment. Nous y reviendrons. Vous serez évidemment conviés dans ce débat, Jean-François Casalt. Vous connaissez la règle de cette émission. Il vous reste 40 secondes pour regrouper vos arguments et répondre à cette question. Peut-on concilier sécurité et liberté? On commence avec vous, Daniel Arnaud. Alors, je reprendrai ce que je disais au début. Pour moi, c'est conciliable, évidemment, parce que la sécurité ne va pas sans la liberté ne va pas sans la sécurité. Et j'insisterai dans les 30 dernières secondes sur le fait
que poser le débat en ces termes, finalement, c'est prendre le risque d'oublier dans la situation de guerre contre le terrorisme islamique dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est peut-être faire l'impasse, mettre un voile, puisque le voile est à la mode, sur d'autres questions, par exemple la politique étrangère catastrophique de la France, et puis par exemple des problèmes concernant l'école, l'éducation, les territoires perdus de la République, qui sont peut-être les vraies causes de notre insécurité actuelle. Nous parlerons des territoires perdus également. Jean-François Cazalt, le bâtonnier, 40 secondes. Oui, Peut-on concilier je le sécurité et liberté ? disais en préambule, je vais le dire en épilogue, l'important est de bien positionner le curseur. Évidemment qu'il faut de la sécurité, évidemment que les libertés fondamentales sont extrêmement importantes. Elles sont non seulement importantes, mais c'est en plus un marqueur, un signe clair de nos sociétés occidentales. Et le risque justement du terrorisme, c'est de nous faire dévier sur ces libertés fondamentales. Donc ça, il faut également bien l'avoir à l'esprit. C'est évidemment conciliable, mais il faut savoir, et là mon propos va différer de celui de Daniel Arnaud, que ce sont des droits, parce que ce sont des droits, des créances que le citoyen détient sur la loi, peut-être de même nature, mais qui sont antagonistes. Et souvent, quand l'un se renforce, l'autre s'affaiblit. Merci beaucoup à vous deux. Peut-on concilier sécurité et liberté ? Ce débat est à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Merci, on se retrouve très vite tous les deux. Enfin, vous vous retrouvez avec moi, j'espère, je serai encore là. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur France 3 Corse Vie Astel pour Pendant le 20h.